4-5 minutes pour que tout le monde ait... pour qu'on commence.
Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, je m'appelle, je ne sais pas si tout le monde me connaît, je suis Marion Tur, je suis vétérinaire, diplômée d'Alfort. J'ai fait un internat J à Saint-Hyacinthe, un internat SP en AC à Saint-Hyacinthe. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend bien. Ok, parfait. Oui, je disais, donc j'ai fait un internat rotatoire à Saint-Hyacinthe, puis un internat SP en AC à Saint-Hyacinthe. Et j'ai travaillé un an à Paris en tant que véto-NAC, puis 6 mois à la maison des urgences de Taverny. Et bon, bah, malheureusement, c'est mon dernier jour à la maison des urgences de Taverny. Et début octobre, je vais à Bruxelles en emploi 100% NAC. Donc, bon, ça a été une super belle expérience. Et voilà, un petit cadeau de ma part. Je vais vous faire une petite présentation sur les furets. Juste des petites généralités sur le furet. Certes, c'est quand même proche de la médecine canine, mais il y a quelques spécificités. Et autant j'ai juste vous parler de quelques maladies digestives endocriniennes qu'on voit extrêmement fréquemment, hein. C'est vraiment le minimum qu'il faut savoir chez les furets. Alors, le furet, déjà, bon, comme je l'ai dit, c'est un carnivore. Donc, qui dit carnivore, attention aux morsures. Surtout, ici, ils sont assez mordeurs. C'est la famille des mustélidés, un petit peu comme le putois, les moufettes, les choses comme ça. Donc, en gros, ça pue. Leur espérance de vie est très variable selon la génétique, selon l'endroit où on est. Autant en Amérique du Nord, c'est plutôt 5 ans parce qu'il y a beaucoup de sélections avec tous les animaux de la ferme Marshall. En soi, ils sont beaucoup plus gentils, mais ils ont plus de problèmes. Et comme la diversité génétique est plus faible, ils vivent moins longtemps. Alors que les furets français, européens vivent plus longtemps, en moyenne 7, 8 ans. Il y en a même qui vont jusqu'à 10 ans, mais c'est quand même exceptionnel. Mais ils sont un peu plus sauvageons, si je puis dire. Ils ont vraiment plus tendance à la morsure. Leur alimentation, bah, comme c'est un carnivore, c'est un peu comme les chats, mais encore plus. Leur taux de protéines doivent être encore plus élevé, si bien que soit on peut leur donner des croquettes, c'est le plus simple, soit beaucoup de personnes leur donnent des proies congelées, des choses comme ça qui décongèlent, qui donnent comme des souris, des poussins et même, ou même du beurre. Après, le problème, c'est que toutes les alimentations à base de viande crue, ben, c'est comme les chiens-chats, on s'expose à plein de maladies de parasitaires et bactériennes qu'avec les croquettes, on ne pourrait pas avoir. Et un petit peu comme à la manière du chat, ils mangent des petits repas tout au long de la journée. Si bien que c'est un animal qui faut la mise à jeûne est de 4 heures. Il ne faut pas aller au-delà parce qu'après on se retrouve avec d'autres problèmes. C'est un animal qui dort beaucoup. Il dort environ 18 heures par jour. Et quand il est en train de dormir, il ne faut pas s'étonner qu'il va mettre un petit peu de temps à se réveiller. Ils ont vraiment des sommeils très profonds. Puis après, quand ils sont réveillés, c'est un peu, ils vivent la vie à 100 à l'heure, hein. C'est soit on dort un peu comateux, soit après ils jouent, ils mangent, ils grignotent partout, ils courent dans tous les sens. C'est un peu des petits bébés toute leur vie. Et dans la cage d'hospitalisation, donc, il faut toujours mettre une sorte de petite de couverture, de serviette pour qu'il puisse dormir en dessous. En général, il s'abrite, il dort sous des serviettes. Et pour la litière, il faut vraiment une litière en coin ou mettre dans le coin de la cage parce qu'eux, ils font toujours leur selle dans un coin. Puis après, petite spécificité, donc si jamais il y a un animal qui va pas bien et tout, pensez, si aussi la température, pensez à demander si les propriétaires ont eu dans les derniers jours, dans les dernières semaines, la grippe humaine ou le Covid-19, parce qu'ils pardon, ils peuvent l'avoir aussi. Donc c'est assez important et le Covid-19 quand même, bon bah, c'est en général, eux, ils l'attrapent. C'est très rare qu'ils puissent le transmettre, mais je crois qu'il y a eu un cas décrit. Pour la vaccination, bah, c'est assez simple. Ils sont sensibles à la maladie carrée, ou distemper, et à la rage. C'est le même protocole qu'en canine. Après, malheureusement, en France, en tout cas, on n'a pas de vaccin juste pour vacciner contre la maladie de carré. Donc, on prend celui des chiens, là, le CHPPI. Malheureusement, le fait qu'on les vaccine pour d'autres trucs qui n'ont pas vraiment, qui ne servent à rien, ça augmente les risques de réactions allergiques et malheureusement qui sont fréquents. Alors, quelques spécificités anatomiques, à part que c'est un chat en mode teckel.
C'est un animal effectivement qui est très longiligne, on le voit à la radio, si bien qu'ils ont un thorax qui est assez long et le cœur est beaucoup plus caudal que ce qu'on pourrait s'y attendre. Il est entre les côtes 6 et 8, donc quand vous auscultez un furet, il faut y aller assez bas. D'ailleurs, c'est très fréquent qu'on ait des arythmies sinusales respiratoires et des blocs atrioventriculaires 2. C'est tout à fait physiologique, il n'y a pas à s'inquiéter. De plus, les furets, plus ils sont vieux, plus c'est le cas, ils ont plutôt une grosse rate. Ou par exemple, quand ils sont anesthésiés, la rate, elle se gonfle. Après, il faut aussi, plus ils sont vieux, plus il va y avoir d'autres maladies, notamment, on en parlera du lymphome, et c'est difficile, cliniquement, on peut pas faire la différence entre une splénomégalie, on va dire physiologique, ou due à l'anesthésie, ou un lymphome véritable. Donc, après, c'est pas dans l'urgence, mais il faut toujours garder ça en tête, quitte à ponctionner pour voir s'il y a un lymphome derrière. Comme c'est un carnivore vraiment très strict, le tube digestif est assez court. C'est vraiment pas comme les lapins avec leur toute usine à fermentation de fibres. Donc, ils ont un estomac qui est assez simple, petit, et leur tube digestif est très court. Il n'y a pas de sécom. Tout ce qui est intestin grêle est assez développé, mais le reste pas du tout. Et encore, les intestins grêles, il n'y a pas vraiment de différenciation entre jéjunum, iléon, etc. Si bien qu'ils sont courts, ce qui explique pourquoi ils ont un transit assez court de 3-4 heures et pourquoi il ne faut pas les mettre à jeun plus de 4 heures. Ils ont aussi peu de glandes sudoripares, ce qui fait que quand il fait chaud, du coup, ils ont du mal à suer. Du coup, ils sont très sensibles aux coups de chaleur. Il y a un gros dimorphisme sexuel, en tout cas pour les animaux entiers. Donc là, à gauche, on voit la petite femelle qui est toute petite, elle fait 500-800 grammes, et à droite, un beau mâle ils peuvent aller jusqu'à 2 kilos. Les mâles castrés implantés sont un peu plus petits. Ils sont plus proches des femelles. Puis après, la différence, du coup, le mâle est beaucoup plus gros. Il sent beaucoup plus en général. Et d'ailleurs, oui, les mâles, comme les chiens, ils ont un os pénien. Bon, là, après, je vous ai mis quelques petites valeurs biologiques. Bon, j'ai repris l'âge d'un bouquin, le poids, la température. Comme ça, vous allez avoir tout ça dans un petit coin de 36, dans 37,8. C'est un peu exagéré, 40, 30. Un peu comme les chiens-chats, honnêtement. La fréquence cardiaque est plus proche des lapins, parce que c'est un tout petit animal, donc aux alentours des 200, 240. Le volume de sanguin et la pression artérielle, puis la fréquence respiratoire qui, en somme toute, un peu comme les chiens-chats. Après, ce qui est important aussi chez les furets, c'est que il y a une petite faute d'orthographe, le cycle ostrien est coïtodépendant. En gros, tant que la femelle n'a pas vu de mâle, son follicule ne va pas, elle va pas aller il va pas pouvoir ovuler et il va rester un follicule préovulatoire. Sauf qu'en fait, elle va continuer à sécréter des oestrogènes et du coup, on peut se retrouver un hyperoestrogénisme. C'est extrêmement fréquent et ça peut mettre la furette dans un état, jusqu'à sa mort. En général, les gens et les animaleries le savent, hein, mais bon, il faut toujours demander, surtout si on a une furette. Bon, là, j'ai fait quelques petites valeurs pour si jamais vous avez des questions sur quand ils atteignent la puberté, puis après tout ce qui est valeur sur la reproduction. Mais honnêtement, j'ai jamais vu de dystocie de furet, hein, mais bon, on ne sait jamais. Donc, je me suis juste un petit peu attardée sur l'hyperoestrogénisme parce que c'est quelque chose qu'on peut voir en urgence, bien que rare, c'est quand même, on peut le voir en urgence et clairement, c'est assez facile de le traiter. Donc, comme je dis, donc ça concerne uniquement les femelles entières non implantées et pendant la période de reproduction. C'est un peu comme les chats, en gros, quand la lumière, quand je sais plus comment ça s'appelle, les jours rallongent, donc plutôt printemps, été, automne. Les signes cliniques, la plupart du temps, c'est un œdème vulvaire. C'est le premier signe qui apparaît, c'est pour ça qu'on le voit maintenant peu en urgence. Moi, je n'avais jamais vu en urgence parce qu'en général, les gens s'inquiètent et le savent et du coup, ils viennent à ce moment-là. En général, les animaux, à ce moment-là, ils sont encore bien. Puis après, il y a des changements de comportement qui apparaissent avec l'hyperoestrogénisme.
Et après, bon, bah, quand on a beaucoup d'hormones sexuelles, c'est un peu comme tous les autres animaux, ça entraîne tout le poil en phase télogène, puis ils se mettent à tomber, ils ne repoussent pas. Donc, on explique une alopécie tronculaire, donc au niveau des flancs. En général, chez les furets, ça commence au niveau de la queue, ça remonte, et des fois, dans les pires des cas, ça va jusqu'à la tête. Ils deviennent quasiment nus. Puis, plus on attend au niveau de l'hyperœstrogénisme, plus ça va agir au niveau de la moelle osseuse et ça entraîne une aplasie médulaire, du coup une anémie avec un abattement, une anorexie, des muqueuses pâles. Donc, pour le diagnostic, en vrai, la plupart du temps, ça se fait cliniquement hein, parce que c'est un peu évident. On peut, surtout si l'animal est abattu, il a des muqueuses pâles et tout, c'est important de faire une numération de formule sanguine pour confirmer l'aplasie médulaire au niveau des globules rouges du moins. Parce que s'il y a une anémie sévère, il faudra la traiter. Enfin, puis après, bon, on le fait jamais, mais c'est décrit qu'on peut faire un dosage d'ostradiol. Bon, c'est être sûr et une échographie pour voir un ovaire en folliculogenèse. Ça dépend des cas. Si vraiment c'est une femelle qui perd bien, qui a juste un œdème vulvaire, on juste un implant de desféine. Après, je sais qu'on n'en a pas dans la maison des urgences, mais en soi, c'est pas une urgence à un jour près. Vous pouvez lui dire, reviens chez le vétérinaire le 1 ou 2 jours après, ce sera pas ça, et juste à surveiller les muqueuses. En plus, c'est pas quelque chose qui agit très rapidement parce qu'il y a un effet flare-up avant qu'il agisse parce que ça donne beaucoup de GnRH, donc des fois même ça peut aggraver les comportements, etc. avant que le récepteur ne fonctionne plus parce qu'il y aura trop d'hormones. Et en général, ça dure, bon, ça dépend les milligrammes, parce qu'il y a 2 sortes d'implant, là, le 4 mg, le 9 mg. Il y en a qui, le 9 mg dure un peu plus longtemps, mais bon, honnêtement, il ne dure pas hyper longtemps alors qu'il vaut 2 fois plus cher. Et en général, ça dure 1 an à 2 ans, donc 2 saisons de reproduction. Si l'hématocrite est entre 15 à 20%, le mieux, c'est de provoquer l'ovulation rapidement parce que le temps que la desflurane agisse, on peut se retrouver avec une anémie qui va s'aggraver et qui va devenir clinique. Donc, on donne de l'HCG, soutenu par animal. On peut répéter au bout de 7 jours. Mais en général, ça marche tout le temps au bout du premier coup. Puis on implante l'animal. S'il est clinique de son anémie ou son hématocrite à 15%, il va falloir transfuser l'animal dans l'urgence. On n'aura pas le temps de faire l'HCG, etc. C'est vraiment, on n'a plus le temps de faire ça. Mais du coup, comme on ne peut pas le faire à la maison des urgences, il va falloir référer l'animal. À noter que l'idéal, c'est de faire une allotransfusion donc avec un autre furet, sachant qu'il n'y a pas vraiment de coupe sanguin entre les furets. Mais c'est difficile de trouver un autre furet assez gros qui a du sang, etc. Donc, des fois, on peut faire des xénotransfusions qui sont décrites. Et on sait qu'on préfère prendre le chien que le chat parce qu'il y a beaucoup moins il y a beaucoup plus de compatibilité. Et bien sûr, il faut faire un cross-match avant. Voilà. Bon, après, un petit aparté, comme je vous ai dit, les furets, il faut s'en méfier. Il y en a qui sont super gentils, ça existe, et bon, ça dépend. Surtout quand ils sont jeunes et tout, ils mordent beaucoup, et des fois, il y en a, c'est vraiment des tarés. Donc, surtout, honnêtement, en France, hein, en Amérique du Nord, ils étaient super gentils. Donc, c'est très important, une très bonne contention. Malheureusement, bon, c'est pas, ça peut être choquant pour certains, mais clairement, ça leur fait pas mal. Et la maman furette, elle tient ses bébés comme ça, donc on les scrube, donc au niveau du pli du cou. Et ça permet, parce que en fait, c'est hyper souple, hein, un furet, si vous l'attrapez au niveau du thorax et tout, il peut tout le temps se retirer pour vous mordre, alors que si vous l'attrapez au niveau du cou, il n'y a pas de raison. Et c'est aussi une bonne technique parce que ça fait que ça permet de faire ouvrir en fait, quand vous tenez le furet par le cou, spontanément, le furet va ouvrir sa bouche. Donc, c'est aussi important pour voir, en général, ils ont du tard, des choses comme ça. Donc, pour faire l'examen buccal, c'est une raison de plus sans se faire mordre. Par contre, s'il vous mord, en général, il ne lâche pas. Donc, ça ne sert à rien de vous gigoter dans tous les sens parce qu'il va juste vous enfoncer encore plus ses dents et vous faire encore plus mal. Donc, la petite technique, c'est de plonger sa tête sous l'eau hein, et il va se mettre à lâcher. Voilà. Après, comment faire la prise de sang? C'est des animaux, comme je vous ai dit, ils vivent à 100 à l'heure, ils bougent dans tous les sens. C'est des petits
des petits élastiques. Donc, la plupart du temps, ça se fait sous sédation. Si c'est vraiment un animal relativement cool, on peut le faire sans sédation au niveau de la veine safène latérale, un peu comme les chiens, mais c'est quand même tout petit. Donc, c'est vraiment pour une toute petite bioche ou des choses comme ça, mais on ne peut pas faire une hémato-bioche complète avec, on n'aura jamais assez de sang au niveau de la veine safène latérale. En général, ça se fait sous sédation. Donc, j'imagine, je ne pense pas forcément que vous avez en tête les doses. C'est à peu près comme les chiens-chats, sachant qu'eux, ils réagissent, le midazolam, ils réagissent beaucoup. Donc, des fois, ils peuvent bien être sédatés pendant un petit moment. Il ne faut pas jamais faire une dose de lapin. Donc, à 0,2 mg de midazolam, on préfère au niveau des muscles fessiers et au niveau des lombaires parce qu'il y a des cas où Marion, il y a des ton animaux qui micro, sont il bug devenus beaucoup. paralysés. Ah ouais? Ouais, on t'entend vraiment saccadé par moment. Bah, je sais pas comment, parce que je Ça- pense que je fais en partage de connexion, j'ai pas une connexion Ah, super ok. stable. Je vais essayer de changer de salle. Ouais, voir peut-être éventuellement, ça peut suffire. Je sais pas si c'est mieux, j'ai changé de salle. Essaye, on verra bien. Donc je disais, oui, qu'est-ce que je disais? Oui, pour la sédation des animaux, on préfère les muscles fessiers qu'au niveau des lombaires, parce qu'il y a plus de risques de complications, notamment de paralysie, de paraparésie. Pour les deux sites, pour les prises de sang, les prélèvements, quand on veut pas mal de sang, soit il y a la veine jugulaire, soit la veine cave crâniale. Je sais qu'à Alfort, là, on nous apprenait la veine cave crâniale. Honnêtement, moi, je l'ai jamais fait, mais en gros, là, bon, c'est l'image qu'on voit à droite. Clairement, il faut être deux, vous le voyez bien. Et la personne là qui injecte, donc elle est à 45 degrés, et elle doit viser la patte contralatérale, la patte arrière contralatérale, et elle doit piquer juste devant entre le mammiferium sternum et la première sternum. Moi, j'ai plus l'habitude de faire la jugulaire, honnêtement, qui est beaucoup plus facile, je trouve. Des fois qu'on voit bien, vous pouvez tondre même cette petite partie et mettre de l'alcool. Attention, les furets détestent l'alcool, mais bon, c'est un test pour savoir s'il est bien sédaté, l'animal. Donc, la personne qui contorsionne, c'est super important, va faire un petit burrito du furet. Vous voyez là, avec la main droite de la personne qui fait la contention. Elle met dans une petite serviette, elle prend ses petites pattes avant. Puis de l'autre main, elle fait la compression comme un chien-chat. Puis la personne qui va faire la prise de sang de sa main, enfin si elle est droitière, de sa main gauche, va tenir la tête en hyper-extension. Et puis, de l'autre main, faire la jugulaire. En général, on la voit et on la sent. Par rapport au chien-chat, elle est un petit peu plus latérale, mais ça se fait super bien. Pourquoi je préfère cette prise de sang par rapport à l'autre? Pourquoi? Parce que l'autre est un peu plus dangereuse. On risque, même si le cœur est assez caudal et tout, honnêtement, moi, j'ai toujours peur de taper le cœur, de faire des trucs. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop toucher au thorax. Alors que là, franchement, il n'y a pas de risque. Je vous ai mis aussi quelques références pour la numération formule sanguine, pour la biochimie et pour les hormones sexuelles, etc. Et puis pour la pression artérielle que j'ai pris d'un article, en gros, pour prendre la pression artérielle, le mieux, c'est sur individu sédaté, parce que vous l'aurez compris, les furets, ça bouge dans tous les sens, donc pour les tenir en place, on n'a pas trop le choix. Et ça se fait au niveau de la queue. On met le petit brassard au niveau de la queue. Et là, je pense que c'était les mesures avec le Doppler, qui est en somme toute assez équivalente au chien-chat. Bon, après, il y a les normes d'analyse urinaire. En gros, là, on va rapidement. Le but, c'est qu'après, si jamais vous avez une question, vous avez juste à réouvrir ce diapo et vous allez avoir vos valeurs. Où on a la densité urinaire qui n'est pas la même chez un mâle qu'une femelle. Puis après, le pH est plutôt acide, un peu comme tous les carnivores, alors que pour rappel, les lapins, c'est plutôt basique. Et là, donc, la densité, le pH. Après, on n'a pas autant de normes pour tout le reste, le RPCU, les choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de référence. Donc, honnêtement, quand il n'y a pas de référence, quand vous ne trouvez pas sur PubMed, etc., qu'on applique, c'est une médecine totalement comparative. On ne sait pas pour l'instant, on n'a pas assez de données pour savoir si vraiment pareil. Et si vous n'avez pas d'informations, vous appliquez comme les chats-chiens, ça ne peut pas faire trop de mal en général. Vous savez pas.
Puis après, pour la fluidothérapie, pour mettre le cathéter, c'est comme les chiens-chats, on met une veine, on pose au niveau de la veine céphalique avec un cathéter jaune ou vraiment mauve s'il est tout petit, mais en général jaune, ça suffit largement. C'est assez facile, honnêtement, c'est un peu comme un petit chat. Et juste faire attention, quand vous mettez l'alcool, juste faites attention parce qu'il va bouger dans tous les sens. Ils détestent qu'on les mouille et encore plus avec l'alcool, ça les rend fous. Pardon. Et le besoin d'entretien est à 60-70 ml kg par jour. En soi, c'est les mêmes débits que les chiens. Donc là, on a fait une petite revue de toutes les petites particularités des furets et tout. Donc là, vous êtes plutôt au point par rapport au chien-chat. Qu'est-ce qu'il y a de différence par rapport au furet? Après là, on va faire une petite revue. J'aurais pas le temps de vous donner toutes les maladies des furets. Ça me mettrait des jours et voilà. Donc, j'ai décidé de vous parler un petit peu des maladies digestives endocriniennes. Pourquoi? Parce que c'est les maladies, honnêtement, qu'on retrouve quasiment dans 80% des cas, ils viennent pour ça, les furets. Donc là, pour les maladies digestives, il y en a plusieurs, plus ou moins vues en urgence. J'aurai pas le temps de toutes vous les faire, quitte à refaire dans une seconde formation. Et celles qu'on va voir un peu plus, c'est celles qu'on les voit le plus souvent et c'est celles que j'ai soulignées. Parmi les maladies digestives, donc il y a tout ce qui est gastro-entérite infectieuse. La plus fréquente, c'est dû à Helicobacter. Puis après, selon si l'animal a accès à de la nourriture crue, des choses comme ça, bon, il a plus accès à avoir plein de cochonneries, la salmonellose, la campylobactériose, puis après des maladies parasitaires, c'est un peu plus rare. Puis après, il y a aussi toutes les maladies inflammatoires, les gastrites éosinophiliques, lymphoplasmocytaire. La gastrite éosinophilique est beaucoup, beaucoup plus fréquente que la lymphoplasmocytaire. Puis après, faire la différence entre une cause inflammatoire, infectieuse, honnêtement, comme ça, là, cliniquement, c'est impossible. Il faut aller en endoscopie, faire une biopsie et voir la différence. Mais en gros, généralement, on commence par suspecter une gastro-entérite infectieuse parce que je vous avoue que tous les propriétaires ne sont pas chauds à faire des endoscopies. Puis ça ne fonctionne pas, en fait, on peut... le traitement d'une maladie inflammatoire, c'est un peu comme les chiens-chats, c'est les corticoïdes. Après, il y a aussi tout ce qui est ulcère gastrique. C'est tellement fréquent que les furets, en fait, c'est... Ils sont utilisés en médecine, en recherche humaine parce que c'est comment on appelle ça? L'animal qui est témoin des ulcères gastriques humains, tellement il en a, c'est lui qui est utilisé en fait pour la recherche des ulcères gastriques humains. Puis après, il y a tout ce qui est lymphome. Les furets, ce sont les rois. En gros, ils ont 3 maladies extrêmement fréquentes, 2 vraiment en Europe, la 3e, c'est plutôt en Amérique du Nord. Les lymphomes, lymphome digestif, lymphome médiastinaux, lymphome, je ne me rappelle plus du nom, lymphome périphérique, multicentrique, et l'insulinome, donc la maladie, un cancer du pancréas, et les maladies surrénaliennes. Honnêtement, les maladies surrénaliennes sont très, très rares maintenant. J'en ai jamais vu en France, j'en ai vu énormément au Canada. Pourquoi? Parce que ça concerne quasiment, surtout à 80%, les animaux qui sont stérilisés chirurgicalement, qui sont malheureusement toujours faits en Amérique du Nord et qui sont quasiment plus faits en Europe parce que nous, on les implante maintenant. Puis après, les furets, c'est comme des petits chatons toute leur vie, donc ça court partout et ça mange tout et n'importe quoi. Donc vraiment, faut toujours, si un animal vient pour des signes digestifs, faut toujours exclure un corps étranger. Puis oui, aussi ils font des maladies inflammatoires, des myquies, les furets, et pareil, comme les chiens-chats, il faut faire la différence entre un lymphome digestif et une myquie. Mais bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en urgence, honnêtement. Attendez. Et là, je vous ai fait juste le petit diagnostic différentiel des vomissements et des diarrhées aiguës chroniques. Pour les vomissements aigus, c'est un peu pareil que chez les chiens-chats, honnêtement. Pour les vomissements aigus, il y a tout ce qui est syndrome obstructif, corps étranger, s'il a mangé une cause toxique, des caustiques, une insuffisance rénale avec l'hyperurémie, une pancréatite, des maladies neurologiques et des néoplasmes nympho. Pour tout ce qui est chronique, la gastrite, tout ce qui est gastrite inflammatoire et éosinophilique, bactérienne avec Helicobacter, en général, ça fait des signes digestifs chroniques. Puis tout ce qui est néoplasme. Après, pour les diarrhées, il y a tout ce qui est aigu en virus, en coronavirus, rotavirus. Et vraiment, pourquoi je vous ai mis surtout cette diapo, c'est faire attention. En général, les chiens-chats, quand ils ont de la diarrhée,
Ça semble peu probable qu'il y ait un corps étranger, obstructif, etc. Mais chez le furet, c'est pas du tout le cas. C'est même plus fréquent qu'ils ont de la diarrhée lors de corps étrangers que des vomissements. Puis après, bon, la maladie, le distemper, là, la maladie de Carré, mais bon, c'est super rare en France. En tout cas, j'en ai jamais vu. Tout ce qui est changement de diète brutal, intoxication, réaction vaccinale. Puis tout ce qui est chronique, l'excès de fibres. En gros, s'ils ont une diète pas équilibrée, assez trop riche en glucides, en fibres, et pas assez riche en lipides et en protéines. Tout ce qui est parasitaire, lymphome, etc. Donc, une petite revue sur les ulcères gastriques. L'étiologie peut être très diverse. Soit s'il a mangé une cochonnerie, un corps étranger, une toxine, forcément. Soit d'origine néoplasique, notamment. De toute façon, vous verrez toujours après néoplase chez un furet le lymphome, parce qu'ils en font énormément, qu'ils soient jeunes ou vieux. Les anti-inflammatoires, l'azotémie, l'anorexie, mais après aussi, ce qui est important, pourquoi j'ai voulu en parler, toute cause de stress, dont la douleur, dont l'hospitalisation. Donc, si on garde un animal, un furet hospitalisé, c'est important de donner des gastroprotecteurs à titre préventif. Même s'il vient pour toute autre chose, malheureusement, il peut après, secondairement, développer un ulcère gastrique. Les signes cliniques sont diverses, notamment, en fait, c'est plus des choses de nausées, du pyalysme, du bruxisme, des régurgitations, de la toux et aussi, forcément, du mélénat, une baisse d'appétit et une perte de poids si c'est quelque chose de chronique. Et ça peut aller jusqu'à une perforation digestive. C'est rare, mais c'est possible. Pour le diagnostic, évidemment, c'est une échographie abdominale, on voit un épaississement pariétal ou idéalement une fibroscopie, enfin une endoscopie digestive haute. Le traitement, il est antibiotique, l'amoxicilline ou le métronidazole. Je vous ai donné les doses pendant à peu près une semaine. À cela, on donne les pansements gastriques, un antiacide et un antiémétique. Puis après, on favorise plein de petits repas avec une alimentation humide pour en fait la cicatrisation de la paroi gastrique. La gastrite hélicobactère, grosso modo, vous allez voir, ça ressemble à peu près. Pourquoi? Parce que des fois aussi, en général, on a les deux en même temps. L'étiologie, c'est dû à une bactérie, Helicobacter mustelée, ce qui est spécifique chez les furets, mais aussi ils peuvent avoir Helicobacter pylori, que nous, on peut avoir, donc qui est une zoonose. C'est pour ça qu'il est important de la traiter. La contamination est orofécale et c'est vraiment une bactérie un peu spéciale qui pousse, justement, qui peut pousser dans des endroits extrêmement acides, notamment l'estomac. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'a fait cette bactérie? Elle entraîne une inflammation des cellules parétoiles gastriques. Elle diminue l'acidité gastrique. Et chez l'humain, on ne sait pas vraiment chez le furet, mais on sait que chez l'humain, la présence de gastrite hélicobacter a un potentiel carcinogène. Donc, elle peut secondairement favoriser la présence de néoplasme. Les signes cliniques, ils peuvent être subcliniques. Soit c'est un animal qui vomit de temps en temps, qui bricole, etc. Soit des fois, vous le voyez en urgence. C'est un animal très nauséeux, qui vomit beaucoup, qui est assez déshydraté, qui a des signes de saignement digestif avec du mélénat, etc. Le diagnostic, par contre, est aussi difficile parce que c'est une bactérie qui se cultive très mal. On peut faire des PCR sur sel ou sur biopsie, mais malheureusement, ça c'est, je pense, disponible uniquement aux États-Unis et pas en France. Sinon, on fait des biopsies par fibroscopie gastrique et à l'histologie, avec une coloration spéciale à l'argent, on peut voir apparaître cette petite bactérie. La plupart du temps, on ne va pas jusqu'à diagnostic parce que, comme je vous dis, on fait rarement quand même on fait pas des fibroscopies à tous les furets. Donc, la plupart du temps, le diagnostic est plutôt thérapeutique. C'est à peu près le même traitement que les ulcères gastriques, si vous voyez, sauf qu'il faut donner l'amoxicilline et le métronidazole en même temps et sur le long terme, environ 3 semaines à 1 mois. Et en général, la réponse, au bout de 2 semaines, vous voyez la réponse et on continue jusqu'à la fin. Le pronostic est généralement bon, mais la cicatrisation, donc le fait qu'il s'en débarrasse, est assez lent, à peu près 1 mois. Puis après, les corps étrangers. La prévalence est extrêmement commune. Ça concerne autant les jeunes que les vieux. Après, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus les jeunes, ça concerne un petit peu plus les jeunes furets, surtout ceux qui ont moins de 2 ans. Et leur corps étranger favori, c'est tout ce qui est mousse, tout ce qui est un petit peu mou, etc. Les vieux furets, ils peuvent plutôt avoir des trichobezoars.
Et souvent, si vous avez un animal qui a des signes digestifs et tout, c'est vraiment important à l'anamnèse de demander est-ce qu'il sort, de 1, et de 2, est-ce que s'il sort, est-ce qu'il est sous supervision ou pas? Parce que s'il y a une salle où il y a des mousses, où il y a des choses comme ça, vous êtes sûr qu'il va pouvoir manger. En plus, les furets, ils cachent beaucoup leur nourriture partout, ils vont dans plein de petits coins, etc. Donc c'est un petit peu, enfin, c'est des vicieux. Les signes cliniques, globalement, honnêtement, les corps étrangers, c'est un petit peu la même gestion que les chiens-chats. En tout cas, la médecine, je pense, elle a été copiée de la médecine canine. Là, l'animal vient abattu, anorexique. On peut avoir une douleur abdominale et même des fois, on peut sentir plus ou moins le corps étranger ou au moins l'anse qui est dilatée. En général, ils ont des vomissements, mais ce qui est important dans son cas, c'est par rapport aux chiens-chats, ils ont très souvent de la diarrhée. Ils peuvent avoir du bruxisme, du ptialisme, enfin des signes de nausée, des frottements de la tête, c'est des signes de nausée. Et vraiment, si vraiment c'est une obstruction plus suraiguë, ils peuvent être en décubitus latéral, en état de choc, etc. Ça dépend quand il a avalé le corps étranger, etc. Le diagnostic, c'est la même chose que les chiens-chats. Des fois, ça peut être palpation abdominale, mais clairement, bon, ça suffit pas. Une radiographie avec un transit parité ou pas, une échographie abdominale. Et après, on peut le voir indirectement à la biochimie, plutôt au gaz sanguin ionogramme. Donc là, on voit une radio de Furey, une radio abdominale de Furey, à gauche sans transit. Clairement, on le voit pas trop. Il n'y a pas vraiment un vrai syndrome obstructif. Mais avec le transit barité, en fait, avec la flèche, en fait, c'est un furet assez âgé et on voyait, en fait, qui nous permettait de voir un trichobézoar. Voilà. Mais il y a quand même du transit, c'est pas une obstruction totale ici. Le traitement, c'est comme chez les chiens-chats, on fait une chirurgie, une entérotomie, une entérectomie et ou une gastrotomie, enfin ça dépend où est le corps étranger. Contrairement au lapin, il le tolère très bien, tout ce qui est chirurgie digestive. Et le pronostic est très bon en général. Quelques heures après, ils se mettent à manger. Les soins post-op, c'est la même chose que les chiens-chats, à part qu'il faut leur donner à manger toutes les 3-4 heures. Et en général, ils s'en sortent super bien. Ils se remettent à manger directement comme si de rien n'était. Après, du coup, la dernière petite maladie, c'est un peu ma petite préférée, et c'est quand même celle qui est extrêmement fréquente et qu'on voit très rarement en chien-chat, honnêtement. Donc, l'insulinome, c'est une tumeur des cellules bêta du pancréas qui sécrète de l'insuline de façon autonome. Donc, en gros, ça entraîne une hyperexpression d'insuline, donc des crises d'hypoglycémie. Ça concerne à peu près 20 à 25% des tumeurs chez le furet, ce qui est généralement beaucoup. En fait, l'autre partie, c'est lymphome et maladies surrénaliennes avec les adénocarcinomes des surrénales, etc. En vrai, il y a vraiment 3 maladies plus ou moins endocriniennes, néoplasiques, qui sont les 3 triptyques des maladies des furets. En général, ça concerne des animaux plus ou moins âgés, bon, de 2 à 8 ans, avec une médiane de 5 ans. C'est à peu près l'espérance de vie des furets en Amérique du Nord, 5 ans, donc quand même des animaux âgés. Ça concerne autant les femelles que les mâles. Contrairement aux chiens, c'est une tumeur plus ou moins bénigne qui n'est pas aussi agressive et qui métastase pas autant que chez les chiens. Il n'y a que dans 4% des cas où elle métastase, alors que chez les chiens, c'est beaucoup plus fréquent et ça métastase au niveau du foie. Donc là, à droite sur la photo, on voit que contrairement aux chiens où c'est une maladie assez diffuse du pancréas, les furets, bon, ça peut être diffus, mais des fois, c'est des petits nodules comme ça. On peut même voir la laparotomie exploratrice. L'origine, bon, elle est inconnue. Après, il y a des facteurs de prédisposition qui sont suspectés. Bon, il y a plutôt des origines génétiques, pourquoi pas. Après, ça concerne honnêtement autant les furets américains que européens. Mais on suspecte que les animaux qui ont une diète riche en sucre, c'est-à-dire surtout les animaux qui ont accès à des croquettes, donc c'est beaucoup plus riche en sucre que ceux qui ont accès à la nourriture ménagère, etc., ont plus de chances d'attraper, de développer un insulinome. Après, honnêtement, ça, c'est encore controversé. Les signes cliniques, ça peut être des signes de nausée. En général, c'est très souvent ça. Et comment reconnaître la nausée chez le furet? C'est assez spécial. Ils mettent leurs petites papates dans la bouche. C'est vraiment, ça veut dire soit j'ai mal à la bouche, il peut avoir des maladies parodontales, ou bien j'ai de la nausée. Des vomissements, une bradycardie sinusale et des signes d'hypoglycémie. Pour l'hypoglycémie, ça peut être de l'abattement, des signes neurologiques, de l'ataxie, la désorientation, ils sont paraparétiques. Des fois, la plupart du temps, ils sont paraparétiques. Et dans
plus l'hypoglycémie est forte, plus il y a des signes neurologiques plus centraux avec des pertes de connaissance, des convulsions, etc. Et en général, quand vous dites que par exemple la personne dit oui, des fois il est abattu, etc. Et ce qui est important à demander, est-ce qu'après avoir mangé, est-ce qu'il est mieux ou pas? En général, c'est quasiment une façon de diagnostiquer la maladie. Et c'est pas quelque chose d'aigu, mais la plupart du temps, le diagnostic se fait lorsque l'animal est en hypoglycémie plus ou moins sévère. Donc, c'est des animaux qu'on voit relativement fréquemment en urgence, mais c'est quelque chose, forcément, c'est une maladie, c'est un néoplasme, donc c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Juste garder en tête, parce que des fois, on a trop envie de donner tout de suite pour une parésie, pour une hypoglycémie, l'insulinome. C'est vrai que la plupart du temps, c'est le cas, mais il faut pas exclure les autres origines. Il faut toujours les garder en tête et les exclure. Pour le diagnostic différentiel d'une paraparésie, il y a tout ce qui est origine neurologique, s'il a eu un trauma, des choses comme ça, s'il a une anomalie au niveau des vertèbres, soit la maladie aléoutienne. La maladie aléoutienne, c'est une sorte de équivalent, c'est une parvovirose, une parvovirose, mais qui concerne uniquement les mustélidés. En général, les furets sont peu cliniques de cette maladie. Soit un effet de masse, soit il a une grosse masse dans l'abdomen crânial, forcément, il aura plus de mal à marcher. Bien sûr, une maladie cardiaque ou toute faiblesse, toute origine de faiblesse généralisée qui entraîne des difficultés des déplacements. Puis, tous les troubles métaboliques, on retrouve notre insulinome, donc l'hypoglycémie, ou bien une hypocalémie, ou bien une hypocalcémie. Pour le diagnostic différentiel d'une hypoglycémie, il y a 8 origines, on va dire, principales. L'origine métabolique, forcément, avec tout ce qui est insulinome, diabète mal contrôlé, Addison. Puis, si c'est un jeune animal, forcément, si c'est un fureton, un bébé, il a plus de chances, plus facilement d'être en hypoglycémie. Un jeûne prolongé, comme je l'ai dit, un furet qui n'a pas mangé depuis 6 heures, etc., il a le droit d'être en hypoglycémie sans forcément avoir d'insulinome. Toute cause d'insuffisance hépatique, de maladie rénale chronique, en gros, ça c'est comme les chiens-chats, des hypercatabolismes, par exemple, lors de néoplasmes ou d'exercices intenses, un sepsis, des causes iatrogènes ou une intoxication au xylitol. Comment diagnostiquer cette maladie? En gros, il faut faire une glycémie, forcément. Après, justement, il ne faut pas qu'il vient juste de manger, il ne faut pas attendre trop. En général, on fait la glycémie après 3 à 4 heures de jeûne. Et si la glycémie est inférieure à 0,6 g par litre, c'est que c'est trop bas. C'est qu'on est compatible avec un insulinome. Si la glycémie est inférieure à 0,4, il faut faire attention parce que là, il y a des risques de convulsions, donc il faut vraiment hospitaliser cet animal. S'il est entre 0,5, 0,6, 0,7, là, on peut commencer le traitement sans vraiment nécessiter d'hospitaliser l'animal. Et petite note, les glucomètres canins sont beaucoup plus précis que le glucomètre humain parce que les glucomètres humains ont plutôt tendance à sous-estimer. Le glucomètre canin plutôt à surestimer, donc on préfère plutôt un peu surestimer que sous-estimer la glycémie de l'animal. Et oui, et d'ailleurs, pour le glucomètre canin, on prend la valeur, là, il y a des règles, là, je ne sais plus c'est quoi, le 34, 35, enfin, il y a une norme. Soit c'est pour les chiens, soit c'est pour les chats, et on prendra celle des chiens, pas celle des chats. Le diagnostic plus précis, c'est un dosage d'insuline. Après, effectivement, c'est pas très faisable en clinique d'urgence, mais il faut le faire. Et en gros, si la valeur est normale ou augmentée lors d'une hypoglycémie, clairement, c'est pas normal. C'est un diagnostic d'insulinome. Et normalement, il faut faire plusieurs dosages au cours de la journée. Pourquoi? Parce que la sécrétion d'insuline est pulsative. Et bien sûr, en même temps, on fait des dosages d'insuline, puis après, on va corréler. Et là, je vous ai mis les références d'insuline chez les furets. Puis après, chez les chiens, on peut faire des dosages de fructosamide qui sont assez faibles lors d'insulinome. Ça ne sert à rien de le faire chez le furet parce que c'est pas du tout, on retrouve pas du tout ça chez le furet. En gros, c'est pas forcément faible pour qu'il y ait un insulinome chez le furet. Puis après, on peut faire aussi une échographie abdominale. En fait, c'est pour rechercher des nodules pancréatiques. Après, le but, c'est de retrouver une masse pancréatique, un nodule, mais il faut faire attention parce que c'est pas forcément, ça ne donne pas forcément des nodules pancréatiques. En gros, si c'est une forme diffuse, on ne pourra pas diagnostiquer. Après, c'est vrai que c'est fréquent qu'il y ait des nodules pancréatiques lors d'insulinome, mais on peut passer à côté de cas d'insulinome. Et la plupart du temps, enfin,
ça concerne à peu près autant le lobe gauche que le lobe droit, honnêtement. Après, on peut aller jusqu'au CT scan pour retrouver la présence de masse pancréatique. Je vous ai mis les masses pancréatiques. C'est vrai que dans la plupart du temps, ça peut être des insulinomes, mais ça peut être d'autres choses, des adénocarcinomes pancréatiques, des nodules d'hyperplasie, mais ils sont quand même beaucoup plus rares. Et bien sûr, le gold standard, c'est l'histologie de la masse pancréatique pour vraiment diagnostiquer l'insulinome. Le traitement peut être médical ou chirurgical. Par médical, on donne des régimes riches en protéines, très faibles en sucre. Des fois, ça suffit juste pour l'insulinome qui est débutant. Bon, après, au bout d'un moment, ça va plus suffire. Puis après, on peut traiter les crises, on peut traiter médicalement. Ce ne sera pas le même traitement si l'animal est en crise d'hypoglycémie super sévère, en train de convulser, etc., ou juste une hypoglycémie chronique. Des fois, ils sont juste un petit peu fatigués. Dès qu'on leur donne à manger, il va mieux. Des fois, juste un petit traitement, ça suffit. Puis après, un traitement chirurgical, il y a plusieurs choses possibles. Soit la nodulectomie, comme si on a un insulinome avec des petits nodules, on a juste à ouvrir, entre guillemets, juste enlever ces petites boules sur le pancréas. Soit, si c'est une forme diffuse, on peut enlever un des deux lobes. Et des fois, on fait les deux. Par exemple, il y a une forme diffuse sur le lobe gauche, mais il y a des petits nodules sur le lobe droit. Donc, on enlève le lobe gauche et on enlève les petits nodules sur le lobe droit. Effectivement, on ne peut pas tout enlever, parce que forcément, on va induire un diabète. Les complications de cette chirurgie, c'est plutôt, franchement, super bien toléré. Contrairement aux chiens où dès qu'on touche à leur pancréas, c'est la fin du monde, c'est une pancréatique. Les furets font vraiment rarement des pancréatiques. Après, c'est vrai que des fois, après la chirurgie, on peut se retrouver avec un diabète, mais en général, c'est temporaire et qui se résout au bout d'1 mois. Ce qui est le plus important, notre cas, c'est la gestion en urgence. Donc, si on a un animal qui est en hypoglycémie sévère, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la première chose, on va lui donner en IV, ou vraiment, si on n'a pas le choix, c'est vraiment pas idéal en sous-cute, du glucose 30% dilué avec du NaCl, donc 0,5 à 1 ml par kilo sur 5 minutes. S'il convulse toujours, malgré ça, on va lui donner quand même des benzodiazépines. Enfin, tout le protocole d'urgence de la gestion des crises convulsives, c'est à peu près la même chose, c'est les mêmes doses que les chiens-chats. Et le truc, c'est que là, on va pouvoir gérer l'hypoglycémie là sur l'instant, mais il peut avoir une hypoglycémie rebond, forcément, parce que quand on va entraîner l'hyperglycémie, il y aura plus d'insuline, donc on va retomber dans une hypoglycémie encore pire. Donc, après avoir géré l'hypoglycémie, juste après, s'il était en train de convulser, etc., il arrête de convulser, on lui pose un cathéter et on lui fait une série de dextrose, de glucose 2,5 à 5%. Et on lui donne des petits repas fréquents. Il y a aussi une petite anecdote, il y a aussi le glucagon qui peut être donné en CRI, qui diminue les risques d'effets rebond. Après ça, j'ai vu dans des articles, je n'ai jamais vu de clinique en avoir, et voilà, mais c'est juste à savoir. Puis après, il y a la gestion médicale du l'insulinome sur le long terme, une fois qu'on n'est plus en crise. Ce qui est donné le plus fréquemment, c'est les corticoïdes. Pourquoi? Parce que ça stimule la néoglycogénèse. Le but, c'est on commence à une petite dose, mais forcément, l'insulinome, c'est un cancer qui va continuer comme à envahir le pancréas. Et du coup, on va devoir augmenter les doses, etc. en fonction. Et en général, les propriétaires, ils sont très alertes et ils arrivent à le faire eux-mêmes. On commence à des doses de 0,25 à 0,5 mg par kilo, 2 fois par jour. Et on peut aller jusqu'à 2 mg kilo sans vraiment qu'il y ait d'immunodépression. Après, si on va au-delà, malheureusement, c'est qu'il y a un échappement en traitement. Dans un second temps, on peut ajouter les diazoxides. C'est un traitement qui est facilement disponible, je pense, en pharmacie humaine. Il permet d'inhiber la sécrétion d'insuline, il stimule la glucogénogenèse et la glucogénolyse hépatique, et il inhibe l'absorption de glucose par les cellules. La dose, je vous ai donné la dose initiale, puis à combien on peut ajouter à combien on peut aller médicalement au maximum. Il y a quelques effets secondaires, l'anorexie, des vomissements, mais en général, c'est surtout au début. Après, ça se normalise. Et pour voir s'il y a une bonne réponse au traitement, donc on donne ce traitement, puis après, on refait la glycémie 4 heures après l'administration de ce traitement.
en gros, on donne le repas, on donne le traitement à l'animal, puis 4 heures après, on fait la glycémie. C'est un peu comme un suivi de diabète, mais c'est un peu dans l'inverse pour l'insulinome. Après, il y a un autre traitement, je n'arrive pas à dire le nom, au triotide acétate. C'est un analogue de somatostatine qui permet d'inhiber l'insuline, qui, du coup, ça inhibe la synthèse d'insuline. Sauf que, en fait, c'est très difficile à en avoir et autant chez l'homme, ça marche super bien. Chez les furets, c'est beaucoup plus controversé et je ne sais même pas si si on peut l'obtenir facilement. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est les corticoïdes dans un premier temps. S'il y a un échappement, les diazoxides, et en général, on utilise les deux en même temps. Des fois, il y en a qui commencent directement par la diazoside, c'est possible. Et s'il y a un échappement, ben normalement, s'il y a un échappement, c'est le traitement chirurgical qu'il faudra faire. Après, on se demande, est-ce qu'il faut aller plutôt juste en chirurgie directement? Est-ce qu'il faut faire les deux, etc. Idéalement, c'est la chirurgie, parce que là, on voit d'un point de vue pronostic, l'espérance de vie avec une chirurgie est plus longue. En général, on ne le fait pas tout de suite. On commence par faire le traitement médical. La plupart du temps, honnêtement, ça suffit. Après, il ne faut pas oublier que ça concerne aussi des individus âgés. Un pronostic de 1 an pour un furet de 5-6 ans, c'est quand même pas mal. C'est sûr, encore mieux de 2-3 ans. Après, en général, après, ils meurent d'autre chose. Hein. Voilà. Donc, bon, j'ai fini ce petit triptyque sur les furets. En gros, les furets, c'est des petits chats, mais qui ont des petites spécificités à connaître. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Marion. C'était très clair. Oui, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'il doit y avoir des questions. Ça reste un animal qu'on voit pas beaucoup, mais qui a été très à la mode à une époque. Il l'est un peu moins, mais que j'ai l'impression qu'on revoit un peu. Ils sont rares en France, les furets. Ouais, on a plus tant que ça. J'en ai fait quand même 2-3 fois d'homme. Hein. Donc, En Amérique du Nord, il y en a encore beaucoup, mais bon, je pense qu'ils sont méchants ici. oh, moi, ceux que j'avais vus à Dom étaient plutôt cool. C'était en Après, crise d'hypoglycémie. non, même pas, mais je me méfie toujours des furets. Il faut toujours se méfier des furets. Mais globalement, ils étaient pas si méchants. C'est des femelles aussi, donc peut-être un peu moins agressives, je sais pas. Non, personne. Bah écoute, Marion, Oui, c'est... c'est Marion. Moi, j'avais une petite question. Vas-y. Oui. Euh, pour en cas d'hyperestrogénémie, quand ton hématocrite elle est supérieure à 15-20%, donc tu fais ton HCG et après ton implant, tu le mets au bout de combien de temps? Tu attends, en fait, tu revois l'animal dans une semaine, s'il a ovulé, etc., tu mets son implant. Ah, c'est ça le Q7. Ok, une semaine. Ok, c'est Ou tout. si ça part fait, tu refais un ACG. Ok, parfait. Merci. D'autres questions? Vous êtes tous prêts à traiter des furies alors maintenant. C'est parfait ça. Magnifique. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Après, j'ai pas trop parlé du lympho, mais grosso modo, c'est la même chose que les chiens-chats. Hein. Oui, et puis encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va traiter, avoir besoin de traiter dans l'urgence. Non, non, non. Autant l'insulinome, il va falloir qu'on soit capable de traiter une hypoglycémie dans l'urgence, mais c'est pareil. Après, le Non. traitement de fond de l'insulinome, c'est pas nous qui allons nous en occuper. En Nous, gros, on gère on va suivre l'hypoglycémie et on donne des exactement. corticos, puis il va chez son Voilà, vétérinaire. c'est exactement ça. Il faut gérer déjà l'insuline, enfin la crise d'hypoglycémie, un Ça. peu comme chez les chats quand on traite une crise d'hypoglycémie. Hein. Mais voilà, faut juste toujours y penser à l'hypoglycémie sur un furet en urgence. C'est hyper S'il a grave. des signes neuro, s'il vomit, s'il est vieux, il faut vraiment penser à l'insulinome. Qu'on est Absolument. un. Ouais. Mais même des gens, des fois, moi je l'ai eu une fois ça, où les gens n'ont pas compris les consignes du veto avant une chire et ils l'ont mis à jeun. Alors, Depuis la veille, donc forcément à 3 heures du mat, le furet il était pas bien quoi. Il était en vrai hypo, donc voilà. Ok, bon bah écoutez, je vous laisse vaquer à vos occupations.
J'essaye de vous mettre d'ici la fin de semaine la conférence sur le SharePoint. Et voilà, voilà. Et bien, bon après-midi à tous, du coup, et encore merci Marion. Et puis surtout, bonne continuation, Marion. Merci. Bon Au après-midi à revoir. tous.